Bonjour chers amis téléspectateurs, ou bonsoir si vous prenez l'émission en rediffusion. Alors nous sommes heureux de vous présenter notre numéro de Raison pratique du mois d'août avec un thème qui est encore plus grave que le dernier. C'est celui que nous avons commencé à explorer d'ailleurs du projet de l'association CN98 intitulé Esclavage et réconciliation qui a donné lieu donc à une conférence à la Martinique par M. Serge Romana le 25 juin 2016, qui promouvait également lors de cette conférence la création d'une fondation du même nom, donc Esclavage et réconciliation, censée reconnaître la mémoire des victimes de l'esclavage et soutenir toute action qui va dans ce sens, notamment des recherches et des achats d'archives, etc., mais surtout recueillir des fonds pour mener ces actions. Alors aujourd'hui, j'ai avec moi des personnes que vous connaissez déjà. Nous avons tenté à chaque fois d'être des lanceurs d'alerte en face des manipulations de tout genre qui sont tournées, dirigées véritablement contre notre peuple et par l'instrumentalisation de nos élites. Et nous voulons continuer à faire ce travail de lanceur d'alerte. Donc j'ai avec moi des personnes qui ont cette conscience qu'ils doivent justement se porter en contradiction de ces paroles qui se disent de la manière la plus faussement rassembleuse qui soit. Et nous sommes là donc aujourd'hui pour déconstruire ces paroles. Écoutez attentivement, nous savons que nous sommes un peuple objet, une classe objet, après avoir été un peuple de meubles. Et il nous faut arrêter ce processus et essayer d'être nous, aujourd'hui, les acteurs de nos propres vies. Donc j'ai beaucoup de plaisir à vous présenter donc, mes invités, ou ceux qui se sont proposés aussi dans le cadre de cette émission. Donc, Madame Valentin. Oui, Milka Valentin, donc maître de conférence à l'UA, en civilisation hispano-américaine et caribéenne, et en plus professeur d'espagnol. Voilà. Aneta Vetekongolo, professeur des universités à Bowdoin College dans le Maine. Et ben voilà, je crois que c'est à peu près ça, résumé. Voilà, Dominique Monotouka, avocat au barreau de Fort-de-France. Voilà, donc vous avez nos invités, ils sont donc légitimes, contrairement à ceux qui sont venus nous parler sur nous, et ils sont légitimes pour parler d'eux, parler de leur peuple, et vous proposer un certain nombre de réflexions. Donc comme je vous l'ai dit, je vous propose d'écouter attentivement nos propos. Nous ne sommes pas dans la polémique ici, nous sommes dans la déconstruction de discours qui nous veulent du mal. Il faut faire bien attention à cela. Nous sommes là en mesure actuellement de vous aider à décrypter ces discours, donc voilà, prêtez-y attention, et puis vous-même, allez chercher par vous-même votre vérité, celle qu'on vous cache ou qu'on transforme pour les besoins d'une classe de possédants, d'une classe de dominants qui n'ont pas cessé de dominer et qui ne cessent pas de dominer. Voilà. Alors, dans une première partie de l'émission, donc nous avons plusieurs thématiques à vous proposer. Nous avons la problématique de quelle est la question des origines telle qu'elle se pose chez nous. Comment la poser à notre peuple qui s'entend dire à longueur de journée, alors que ça n'est pas vrai pour les autres composantes, mais pas africains. Nous pas africains, qu'est-ce que ça peut vouloir dire quand nous savons que nous sommes à 90% issus de pays africains? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc comment comment posez-vous la question des origines qu'il faut poser? Parce que Anita disait la dernière fois qu'on n'était pas, on n'était pas là pour dire aux gens qui sont des Africains ou pas. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est bien la question des origines. Comment on la reconnaît? Alors, qui sommes-nous? D'où nous venons? Mais est-ce qu'on peut décider que, comme l'a fait M. Romana, qu'on a comme origine l'esclavage ou des esclavagés? Oui. Non, je veux clarifier, c'est-à-dire que il me semblait que dans l'émission précédente avec Mme Régal Guilaine et dans celle-ci, nous n'avons pas pour objectif d'imposer une identité ou un paradigme identitaire, même pour éclairer les individus et leur
proposer des éléments qu'ils pourront analyser à partir de leur liberté et de leur liberté de choisir et de leur sens de discernement. Il est très important que nous attirions l'attention de nos compatriotes sur la question du discernement et du choix à effectuer en toute liberté. Donc, évidemment, notre mission n'est pas de dire aux individus... On ne choisit pas de venir d'une origine. Non, absolument pas. Donc, c'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas là pour dire aux individus vous êtes africain, vous devez penser de cette manière ou choisir tel paradigme identitaire. Par contre, tu as posé la question de savoir à partir de quoi on peut poser la question des origines. Et donc, la question historique est importante dans ce cas. L'histoire. Quelle est l'histoire de Martinique et comment est-ce que ce peuple, qui est le nôtre aujourd'hui, s'est constitué? Il s'est constitué à partir de certains groupes d'éléments humains, en majorité un groupe africain, des groupes africains. Donc majoritairement sur le plan des origines, eh bien l'Afrique est présente et donc non seulement sur le plan des origines, si l'on parle de la provenance des individus de qui ont découlé sur le plan anthropologique. Sur le plan anthropologique, mais alors à partir du départ historique, bien évidemment, on doit absolument aborder les questions non seulement anthropologiques, mais aussi sociologiques, mais aussi ethnographiques, mais aussi linguistiques, mais également philosophiques, et peut-être même d'ailleurs avant tout philosophiques. Parce qu'au centre de tout se pose cette question de l'idée. Et donc, dans ce contexte-là, oui, nous sommes issus de l'Afrique majoritairement. Mais alors là, il s'agit d'origine, mais sur le plan des pratiques et sur le plan des modes de pensée également, lorsqu'on fait l'étude des faits martiniquais, on se rend compte que les paradigmes africains sont également guidants, sont également porteurs de sens et de paradigmes même dans la constitution des pratiques. Les Martiniquais, lorsqu'ils effectuent des gestes, à partir de pensées qu'ils auront eues au préalable, eh bien on se rencontre souvent que ces pensées découlent de pensées africaines. On retrouve ces pensées sur 4000 années lorsqu'on fait l'examen de communautés africaines et notamment des communautés desquelles descend la majorité des Martiniquais. Donc sur ce principe-là, on peut en effet dire que nous sommes de l'Afrique. Puisque objectivement cela peut s'identifier, cela peut se percevoir, se voir. Par mes travaux de recherche, je retrouve l'Afrique, il ne faut pas gratter longtemps, l'Afrique est là. Donc voilà, c'est une aberration de passer à côté. Alors, comment comprenez-vous cette... Alors, justement, pas africain, ça veut dire alors, quoi? la question de cette honte des origines, hein, puisque quand la personne dit qu'elle n'est pas africaine, c'est qu'elle a honte quelque part de ses origines. Je crois que justement, on est dans le fondement même de ce qui s'est passé au niveau du processus esclavagiste, du processus de déshumanisation des personnes africaines qui ont été déportées dans les Amériques et dans la Caraïbe. Parce que ici, les gens qui ont été déportés ont été stigmatisés comme des non humains. Ce qui veut donc dire que le peuple qui aujourd'hui descend de ces gens-là ne veut pas être considéré comme des non humains. Donc il préfère rejeter les gens qui auraient été déportés comme des êtres sans histoire, sans civilisation, sans culture. Et ce projet, donc, qui au départ, qui est à la base, au fondement même du système esclavagiste, fait que les gens ont, on pourrait dire, une légitime, on pourrait dire, je dis bien, on pourrait dire, une honte légitime de leurs ancêtres. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cet élément participe d'une volonté du système esclavagiste, d'une volonté des colons
de déshumaniser, d'effacer l'histoire. d'effacer l'histoire des Africains avant la période coloniale. Et c'est justement en remontant dans les origines, en remontant dans notre propre histoire précoloniale, avant la colonisation, avant l'esclavage européen, que justement on peut rentrer dans la fierté de nos origines, retrouver nos vraies origines qui ont été complètement vilipendées, si on peut dire, et retrouver effectivement la fierté de nos origines. Et c'est pour ça que justement on demande aux gens d'aller dans la connaissance. Comme tu dis, il faut que les gens eux-mêmes cherchent à comprendre qui ils sont et ne pas accepter que la parole nous vienne de l'autre. Parce que l'autre, justement, il a dit cette parole, il a posé cette parole, mais il n'a pas cessé de la répéter et il continue à la poser toujours aujourd'hui en nous disant, voilà, c'est moi qui pense pour vous, c'est moi qui dis qui vous êtes. Donc c'est à nous aussi de rechercher qui nous sommes, et ça c'est un processus déjà de réparation, d'auto-réparation, c'est-à-dire de rechercher nos origines et de savoir d'où nous venons, qui nous sommes, quelle est notre histoire précoloniale. Nous n'aurions pas eu à chercher ces origines si nous étions dans un système qui respectait notre personne. Absolument. Et qui faisait de nous des êtres humains. Donc c'est Dominique qui va nous dire ça. Alors Dominique, la question c'est, est-ce qu'on a fait, sur la base de cette sorte de rejet de phrases type, est-ce qu'on a fait donc est-ce qu'il y a une confusion entre la déclaration nationalitaire de nos identités et des origines? Est-ce qu'il y a un problème à ce niveau-là? Oui. Une confusion? À mon avis, en fait, il y a une confusion. Une confusion que je placerai à ce niveau, que j'expliquerai comme ainsi. Il y a une confusion entre ce que j'appellerais la filiation géographique et puis la filiation humaine. La filiation géographique nous renvoie à la nationalité. Donc, par exemple, bien, être un Africain peut être aussi être blanc. Oui, ça c'est la filiation géographique. Et qui renvoie à la nationalité. En effet, si vous allez en Afrique, vous trouverez, par exemple, en Afrique du Sud, le pays qui s'appelle l'Afrique du Sud, vous trouverez des blancs avec la nationalité de l'Afrique du Sud, et qui sont des Africains du Sud, mais qui sont des blancs. Et donc, vous trouvez, bien entendu, des noirs. Donc, la filiation géographique. Donc, lorsque nous disons que nous sommes des Martiniquais, eh bien, nous faisons référence à la filiation géographique. Cependant, nous ne créons pas de rupture au sein de l'humanité. Nous ne disons pas que parce que nous sommes Martiniquais, que nous avons une nature humaine différente de celle du voisin. Nous ne disons pas, en fait, qu'il y a des humains et puis il y a ceux qui sont à côté, et qui peuvent être des Guadeloupéens, ou des Français, ou des Allemands, ou bien des Sénégalais, qui sont d'une autre nature que nous. D'accord? Et donc, c'est là la rupture épistémologique, et c'est là, en fait, que nous nous positionnons, nous devons nous positionner civilisationnellement. Et je me permets de lire, et pour illustrer ça, de lire, en fait, c'est France Antilles qui a interviewé M. Serge Romana, et donc le 10 mai, le 10 mai 2016. Et je me permets et vous allez comprendre, je crois, assez clairement où je veux en venir. Voilà ce qu'il dit à un moment donné. On lui pose la question, en fait, la Fondation Esclavage et Réconciliation n'a pas pour vocation d'endosser la mission de la Commission nationale pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage. Alors, quel est son rôle? Quel est le rôle donc de la Fondation? Et voilà ce qu'il répond. L'esclavage aux Antilles ou à La Réunion a été source de division profonde. Ce qui a été malheureux par rapport à la Shoah ou au génocide arménien, c'est que les Juifs comme les Arméniens existaient avant cette tragédie. Nous n'existions pas avant l'esclavage. Il y a 380 ans de présence française aux Antilles et dont 213 ans d'esclavage. C'est le temps de fondation de ces sociétés, un temps dramatique qui a été qualifié de crime contre l'humanité. Je m'arrête là. Voilà en fait comment il pose en fait la question des origines. Voilà. Et donc ça, il faut bien le comprendre. Nous n'existions pas avant l'esclavage. C'est-à-dire en fait que, vous voyez en fait, qu'est-ce qu'il veut faire triompher là? Il veut faire triompher la filiation géographique au détriment de la filiation humaine. Et nous n'existions pas avant l'esclavage. Par conséquent,
cette société, on émerge comment? Qui émerge? Quelle est l'identité que l'on reçoit à ce moment lorsqu'on émerge de cette société où nous, selon M. Romana, nous avons commencé à exister? On nous interdit, on nous exclut de l'humanité. C'est la filiation humaine qui, à ce moment-là, nous est retirée. Et donc, on nous institue comme étant quoi? Comme étant des êtres hors de l'humanité. Et l'article 44 du Code noir nous restitue ça très bien, qui nous dit, en fait, déclarons les esclaves êtres meubles. Voyez bien, dans cette nouvelle société, nos ancêtres émergent, les êtres humains émergent directement comme esclaves. On ne cherche pas à définir c'est quoi l'esclave. Par nature, on pense en fait qu'ils sont esclaves et on dit en fait qu'ils vont être traités comme des meubles, c'est-à-dire de façon utile pour qu'ils puissent en fait rentrer dans le patrimoine et être vendus, etc. Voilà, tout à fait. Donc, voilà comment on émerge en fait dans cette société. Et donc, vous voyez la disparition de la filiation humaine. Et on y est toujours. Voilà. On y est toujours. Et donc, lorsque nous disons, hein, pour certains, donc, et là nous réconcilions avec notre vision du monde. Lorsque nous disons tout le monde c'est monde, lorsque nous faisons référence à la vision du monde des Noirs avant qu'ils ne soient arrivés là et qu'on leur impose le conditionnement créole, qu'est-ce qu'on constate? Déshumanisme. Voilà. On constate en effet que jamais en fait la civilisation noire, hein, en termes de civilisation, n'a eu à subir une telle vision qui racialise l'humanité et qui fait qu'ils ont eu besoin de nous créoliser. C'est-à-dire que si la créolisation veut dire quoi? Nous faire accepter l'idée qu'il y a plusieurs natures humaines. Ça voudrait dire qu'au départ, ils ne nous ont pas trouvés ainsi. Non, mais dans ce cas-là, pour être dans la logique de ce que tu dis, puisque les Martiniquais, par exemple, naissent de l'esclavage, qui n'ont pas, donc il n'y a pas d'ancestralité, il n'y a pas de civilisation, il n'y a pas de filiation, il n'y a pas de rattache. Donc il faut créer ce créole pour dire, voilà, papa et maman sont ceux-là qui nous ont donné la civilisation. Voilà. Et on trouve dans le discours de monsieur et de madame Romana un éloge de la République, un éloge de la religion et un éloge de la population béké, de la population des descendants de colons, qui sont nos vrais pères et qui dit, d'ailleurs il le dit, ce sont les seules forces idéologiques, les puissances idéologiques. Il y a aussi le projet Martinique est un projet béké. Exactement. Alors on viendra à ça, Aneta, tout à l'heure, lorsqu'on parlera aussi du modèle économique. Néolibéral, capitaliste et néolibéral, puisque Madame Romana dira à la suite de son mari, ce dont nous avons besoin, c'est de vos moyens, enfin des moyens dont vous, béké, vous disposez pour nous aider dans notre travail. Alors c'est assez extraordinaire, mais voilà, j'espère qu'on aura le temps d'aller... Juliette, si tu permets, je voudrais, par rapport à tout ce que nous avons dit, rappeler que ces questions sont importantes. Il faut y prêter attention, il faut se les poser. Là, nous parlons aux Martiniquais, aux Guadeloupéens qui nous regardent, qui nous écoutent. Elles sont importantes parce qu'à l'origine, puisque ta question concernait les origines, à l'origine, il y a eu une attaque contre l'humanité. Il y a eu une attaque qui a résulté sur une blessure faite à l'humanité, une blessure faite à la personne humaine tout entière, singulièrement à la personne humaine africaine. Et qui mérite réparation. Absolument. Et donc, qui a aussi résulté sur une déstabilisation de l'intégrité de la personne en tant que personne, ce dont tu parlais tout à l'heure, Dominique. Donc, il est absolument important de soulever ces questions et de tenter d'y proposer une résolution. L'autre chose sur laquelle je voudrais insister, c'est le fait que nous avons parlé des origines et nous avons affirmé que la majorité des Martiniquais provenaient de l'Afrique, étaient d'origine africaine, mais Esclavage et Réconciliation propose aussi une approche sur les origines au travers de la généalogie. Et donc, leur propos est de dire, eh bien, il suffit que chaque Martiniquais d'origine africaine, là, ils parlent vraiment d'origine biologique, chaque Martiniquais ou chaque Guadeloupéen d'origine africaine aille retrouver quelque part le nom du premier esclavagé, le premier esclavagé qui aura reçu un nom. Mais on n'est même pas sûr qu'ils viennent d'Afrique. Mais c'est posé de manière très simple. C'est la simplicité du paradigme au sein duquel ils élaborent leurs pensées.
est dangereuse et il faut souligner cela par rapport à la question des origines que nous posons, qui est une question complexe. Donc je voudrais que les personnes qui nous regardent fassent l'effort de discerner entre les origines et la généalogie, puisque selon l'angle des Romana, la généalogie simple consiste à se faire exister à partir de 1848 ou 1837, si on se réfère à l'apparition de la tenue très officielle de registre où on va enregistrer les noms des nouveaux arrivants ou des nouvelles naissances. Donc, nos origines et notre identité partant, puisque les deux sont syllogistiquement liés, nos origines et notre identité sont extrêmement complexes. Donc, il n'est pas question de laisser un discours fallacieux nous faire penser et accepter l'idée que nous sommes dans une simplicité, que par conséquent, la proposition qui est formulée par Esclavage et Réconciliation est une proposition acceptable. Elle ne l'est pas. Mais il n'est pas non plus question de laisser escamoter l'histoire en faisant croire à des gens qui viennent tout de même essentiellement d'Afrique, voilà, qui n'ont rien à faire avec l'Afrique. Voilà. C'est une aberration. Donc, chers téléspectateurs, nous posons la question qu'on entend de nous pas africains, ce que ça peut signifier, qu'on entend de la bouche du citoyen lambda ou de celui de nos élites, puisque nos élites disent qu'ils n'ont rien à voir avec l'Afrique. Donc on est dans quelque chose d'absolument paradoxal, ambigu, compliqué, parce qu'en réalité, la réalité de la provenance des Français qui parlent de la Grèce ou des Libanais qui parlent de je ne sais où et de tous les autres qui savent se situer, y compris géographiquement, ben cela est empêché aux descendants africains. Donc la question, c'est très logiquement, on ne pose pas la question de la nationalité. Quand on vous dit vous êtes africain, on ne vous dit pas que vous êtes dans vous appartenez à une nationalité africaine avec carte d'identité ou je sais pas, passeport qui vous ferait reconnaître comme africain. Ce n'est pas de cela qu'il est question, puisque vous êtes à la Martinique et que vous êtes sous domination française et que c'est le passeport français que vous avez, dont vous vous servez. Donc on fait la part des choses. Maintenant la question c'est de trouver une logique dans cette manière que nous avons d'aller vers nous-mêmes et d'écouter les idéologues nous dire ce que nous sommes ou ne sommes pas. Donc vous avez des lanceurs d'alerte qui vous ont déjà avancé un certain nombre d'analyses qu'il faut intégrer. Vous allez écouter l'émission pour bien comprendre, parce que c'est très riche dans tout ce que nous avons là à vous dire et vous disons. Je vous pose à tous les trois à nouveau une autre question qui relève de cet avant-propos. C'est la question de la culpabilité des Africains dans la traite. Il me semble qu'elle déplace, telle qu'elle est posée, elle déplace le problème de la condition faite à l'esclavagisme dans les plantations du Nouveau Monde. Alors, en quoi ce qui s'est passé dans les colonies françaises constitue-t-il un crime contre l'humanité des Africains que des forces esclavagistes ont tenté de destituer de leur humanité? Donc qui a vendu qui? Qui a vendu qui? Parce que c'est ça, en fait c'est ça la question. Il me semble que dans le discours de Romana, cette ambiguïté est entretenue, c'est-à-dire que il passe de la question systémique de l'esclavagisme et puis à la question des chefs qui sont responsables, mais évidemment une fois, même si les chefs ont vendu, mais une fois qu'ils ont quitté l'Afrique, ils sont devenus quoi? Ce ne sont pas les Africains qui ont destitué de l'humanité leurs citoyens. Donc les deux problèmes sont confusément abordés et c'est en cela que nos compatriotes, enfin les Martiniquais, Guadeloupéens, Guyanais, et pour tous nos amis africains qui écoutent cette émission, au Canada, en France, en Afrique ou ailleurs, et Guyanais, etc., Guadeloupéens, voilà, c'est une problématique qui nous concerne tous tout l'océan Indien, donc on a les mêmes problématiques et des gens qui s'intéressent à ces problématiques. Donc voilà, cette confusion-là, est-ce qu'on peut aussi essayer de la clarifier? Alors je voudrais poser cette problématique de cette manière. La question est de savoir est-ce que des collaborateurs, puisqu'il s'agit de ça, nous prenons l'exemple en fait de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des Khazars, des Juifs en fait blancs qui ont participé auprès des nazis pour asservir et tuer et mise en esclavage d'autres blancs. Donc on les appelle des collabos, des collaborateurs. Bon.
la question de savoir, en fait, quel est le statut des collaborateurs. Bon. Et si nous allons au bout de la définition du collaborateur, c'est celui qui accepte de participer à la négation, donc au projet du colon de l'esclavagisme, donc à la négation, à l'émergence institutionnelle et au traitement qui consiste à nier l'humanité en fait des personnes concernées. Il s'agit de ça, le collaborateur. Voilà, c'est ça. Et donc, la question que nous devons nous poser, est-ce que M. Romana, à l'heure actuelle, comme d'autres, sont des collaborateurs? C'est-à-dire, en fait, est-ce qu'ils participent à cette même négation de notre humanité? Or, la preuve en est ramenée que le projet de M. Romana, dans esclavage et réparation, est un projet qui nie notre humanité. Donc, c'est le collaborateur. Donc, il faut qu'on soit très clair là-dessus. Et c'est pour cette raison que je reviens sur lorsque nous faisons référence à nos ancêtres, première génération qui sort d'Afrique, arrachée d'Afrique et qui arrive ici, lorsque nous faisons référence à eux, nous faisons référence à quoi? À tout le monde, c'est monde. Ça veut dire que tout le monde, chacun là, c'est monde, même nature humaine. Tout le monde, c'est monde, la dimension métaphysique. Voilà la vision, le socle civilisationnel en fait, auquel en fait on s'attache. Et lorsque nous disons en effet, symboliquement, métaphoriquement que nous sommes africains, voilà à quoi on renvoie non pas à la nationalité, non pas à une région précise de quoi que ce soit. Nous sommes là dans une dimension transcendante et civilisationnelle. Et donc, ce qu'on nous oppose en face, l'autre civilisation, et qui s'est elle-même appliqué ça avec, j'en parlais, avec la Deuxième Guerre mondiale et ailleurs. Il faut voir en fait leur production pendant tous ces siècles esclavagistes coloniaux, où en effet ils théorisent en fait sur eux-mêmes. Les Allemands sont des êtres inférieurs d'une autre nature que les Français, etc. Donc ça c'est à pléthore, on en trouve. Donc voilà cette autre civilisation qui, depuis l'Antiquité au moins, projette cette vision du monde sur l'humanité. Et voilà cette autre civilisation qui aujourd'hui s'oppose à tout le monde, c'est monde. Et qui veut à tout prix que notre civilisation se plie. Jamais. Oui. Et Anita, tu veux Oui, non, évidemment, tout cela est juste. Et je voulais aussi attirer l'attention sur, non pas seulement qui a vendu, mais comment et pourquoi. Donc, le rapport de force qu'il y a entre l'acheteur et le vendeur, évidemment, est considérable et en défaveur du vendeur, en défaveur de l'Africain qui n'a absolument aucun pouvoir vis-à-vis de l'acheteur. Il n'a que le pouvoir vis-à-vis de ceux qu'il va saisir et remettre entre les mains de l'acheteur. Parce qu'il ne connaît pas le projet de l'acheteur. En second lieu, la question du projet de l'acheteur et le projet du vendeur. Le projet de l'acheteur est celui de la déshumanisation et celui de l'enrichissement par le biais de celui qu'il va déshumaniser, tandis que le projet du vendeur, donc cet Africain qui remet entre les mains de l'esclavagiste l'un des siens, son projet, eh bien, n'est pas un projet de déshumanisation. C'est un projet d'enrichissement modique. Individuel. L'enrichissement est modique parce qu'il relève d'un miroir, il relève d'une perle sans aucune espèce de valeur, qu'il relève d'un élément nouveau qui arrive sur les rives africaines, qui n'aura pas été vu au préalable et qui attire l'attention et qui est présenté comme valorisant et valable dans le contexte du rapport de force qu'établit unilatéralement l'acheteur, l'esclavagiste. C'est lui qui va déterminer les règles d'achat pour lui et pour le vendeur. Donc ce paradigme aussi doit être pris en compte lorsqu'on considère la question de l'Africain qui aura vendu les siens. Par rapport à cela également, il faut mettre en avant le fait que s'il y a eu quelques vendeurs, puisqu'ils n'étaient pas nombreux, eh bien il y a eu énormément d'opposants, énormément d'oppositions et de guerres de menées et d'interdictions formulées par des Africains à ce que les leurs soient saisis et remis aux esclavagistes. Ce sont des faits historiques. Ces éléments figurent dans les archives historiques. Il y a eu ces oppositions qui ont eu des formes multiples sur le continent africain. Et donc pour en revenir 2 secondes sur la question du projet, il faut garder cela aussi à l'esprit. Lorsque un Africain accepte de vendre parce qu'on lui aura fait croire dans le contexte du rapport de force qu'il va, grâce à un miroir, obtenir un pouvoir supplémentaire au pouvoir local qu'il peut exercer sur les siens, eh bien son projet n'est absolument pas
de déporter, de permettre la déportation des siens dans un environnement inconnu où on va parfaire tous les termes du démantèlement, tous les termes du sacrifice métaphysique, parce qu'il s'agit de cela, tenter d'extirper de l'africain. La métaphysique africaine a été un projet qui a été savamment pensé, mais aussi exécuté par le biais du processus de la créolisation, puisque cela aussi est avéré. Nous n'inventons rien, nous sommes des individus qui procédons à un examen minutieux et rigoureux des tenants historiques que nous n'avons pas formulés. Ce sont en général les esclavagistes et les leurs qui nous ont proposé beaucoup de ces éléments. C'est eux qui ont écrit, ce sont eux qui ont formé les archives. Notre tâche aujourd'hui consiste à nous rendre dans les archives, de les lire, les examiner et en faire une restitution juste, pertinente, au nom de la justice, cette justice que nous recherchons tous et qui nous rassemble là et qui nous mène à vous alerter, comme le dit Juliette. Alors, sur quoi je voulais revenir, c'est sur les luttes, c'est-à-dire que dans le cadre même, sur le territoire africain, la marchandise, dirons-nous, la marchandise, c'est-à-dire les gens qui seront capturés, qui seront rasiés, ces gens-là vont faire l'objet si on peut dire, de rivalité. C'est-à-dire que pour maintenir, par exemple, une certaine forme de pouvoir local, les esclavagistes vont jouer justement sur certaines rivalités, divisions internes, et vont acculer ces chefs africains à justement entrer dans un commerce pour pouvoir se préserver eux-mêmes des effets et si on peut dire de la violence même des esclavagistes. Parce que la rivalité fait que, bon, si vous avez réussi à nous donner tant de personnes, tant d'esclaves, entre guillemets, puisqu'ils ne sont pas esclaves à l'époque, tant de personnes, eh bien nous allons vous protéger contre une autre chefferie, etc. Ce qui veut donc dire que l'instrumentalisation des divisions intérieures s'est faite justement sur la remise d'esclaves, enfin d'hommes aux esclavagistes. Oui, parce que et ceci par la violence. Alors, c'est ce qu'on a appelé, c'est la pression de la demande. Voilà. De la demande, parce que plus les colons s'enrichissaient dans les colonies, plus il leur fallait d'esclavager, donc d'Africains qu'on kidnappait. Et on sait que la durée de vie d'un esclavagiste, c'était 5-7 ans. Donc la demande était forte, parce que les colons s'enrichissaient, mais d'une manière, d'ailleurs, c'est légendaire. Comment les Blancs se sont enrichis avec l'économie de la canne dans tout ce qu'on a appelé le Nouveau Monde. Donc c'est là encore, chers téléspectateurs, une partie de votre histoire à essayer de maîtriser avant de répéter les discours idéologiques qui vous font croire que c'est nègre qui vend nègre et que cela justifie justement qu'on ne vous donne pas réparation ou qu'on vous laisse en dehors de l'humanité parce que des Africains vous auraient vendu. Il y a une seule question logique à se poser, c'est en admettant qu'ils nous aient vendus, d'accord, ils ont péché, ok, peut-être par volontairement, par omission, mais alors, une fois quitté l'Afrique, que sont devenus les Africains? C'est ça la vraie question. Et ils ont enrichi qui? On n'a pas jusqu'à ce jour connaissance de retour sur investissement par les Africains. Donc ce qui se serait passé ici, par l'enrichissement des colons, n'a pas été reversé aux Africains. Donc voilà une manière aussi de vous poser la question. Alors nous avons déjà commencé à interroger certains de nos petits bourgeois qui sont en mal de visibilité. Et c'était très bien que Dominique Monotuka mette l'accent sur le fait, sur la question de la collaboration, donc des élites, donc qu'elles fussent africaines dans le temps et qu'elles soient aujourd'hui antillaises, comme elles se nomment en France, ou martiniquaises ici. Donc moi, la question que je vais vous poser, je voyais moi une forte analogie entre ces petits bourgeois en quête de visibilité et de récompense
individuelle, et les quelques chefs africains qui ont vendu leur sujet pour de la pacotille, comme aiment à le spécifier les idéologues de l'histoire du Nouveau Monde, l'histoire coloniale, l'histoire de l'esclavagisme. Enfin, ils disent, eux, l'histoire de l'esclavage. Ils font une différence. Oui. Donc, la question, c'est aussi, chers téléspectateurs, quand vous voyez des gens venir vous dire à votre nez, à votre barbe, que vos ancêtres sont ci, que les Africains sont ça, que vous êtes ci, ça, et qui ne touchent pas aux dominants, posez-vous la question du comment est-ce que c'est possible qu'il y ait eu au moins 2 acteurs dans ce processus et que seule la caméra ou le zoom soit vraiment braqué sur celui qui a subi justement le crime, c'est-à-dire la victime. Posez-vous aussi la question. Alors, on avait commencé avec donc Milka Valentin et Dominique Monotuka à réfléchir sur l'offensive à travers donc ce livre qui est paru lorsqu'on a fait venir justement, qui s'appelle Résilience et manipulation. On avait fait donc, c'était cette fois-là Monsieur Boris Cyrulnik, psychiatre, qui avait été invité à dire aux Antillais quand même, vous êtes violents, il faut vous guérir un peu, vous apaiser, parce que la Martinique est dans un projet économique, et avec toute cette violence que vous véhiculez, que vous continuez à tréballer derrière vous, il y a peu de chances qu'on arrive à notre projet économique. Donc nous avions produit un ouvrage, commis un ouvrage qui s'appelle Résilience et manipulation, que vous pouvez lire encore, et c'était pour dénoncer donc cette sorte d'offensive aussi, qui médicalisait en plus la problématique. Et puis nous avons eu à nous prononcer sur la venue de Mabampo, qui a écrit Le sanglot de l'homme noir. Oui, le sanglot de l'homme noir. Nous avons eu à nous exprimer sur son discours, qui est tout aussi destructeur. Ils sont exactement dans la même veine, tous ces discours. Sauf que Boris Cyrulnik avait été pris dans un piège, il n'avait pas bien compris le nid de fourmis dans lequel il mettait le pied. Mais enfin, voilà. Vous êtes donc dans une problématique de ce que moi j'ai appelé une guerre qui ne dit pas son nom, qui est faite à notre peuple et qui est donc menée par les offensives continuelles que lance l'association Tous Créoles, dont vous avez entendu parler, puisqu'elle est partie à la conquête de la France, de la Réunion, enfin de toutes les possessions françaises. Et c'est ce discours-là qui est, comment on dit ça, répandu un peu partout. Donc, nous avions posé la question de la légitimité de ces personnes, de cette association. Comment est-ce que nous, puisque nous disions, Dominique disait au début, nous, on ne vient pas entrer dans ces guerres, on est au contraire, dans la marge pour analyser et essayer de canaliser aussi les effets de ces guerres larvées qui installent les personnes que nous sommes dans un conflit permanent avec soi-même, alors que les autres sont complètement épargnés. Donc voilà la nouvelle question. Oui, donc justement, concernant on voit la progression qu'il y a dans la démarche de l'association Tous Créoles. Au départ, résilience, ça veut dire, commencez par vous apaiser, etc. Et puis maintenant, arrêtez de pleurer. Hein, et puis maintenant, réconcilions-nous. Hein, d'accord? Parce que là, on est arrivé à la phase finale, hein, la réconciliation. Oui. Ce qui veut donc dire que, pour revenir sur la thématique que nous développons ici, c'est-à-dire le déni d'humanité, eh bien, c'est encore ça qui est à l'œuvre. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit, vous n'êtes pas des êtres humains, vous ne pouvez pas penser. Et comment pouvez-vous penser une société? Comment pouvez-vous analyser une société? Et comment voulez-vous produire une pensée qui serait acceptée par votre groupe? Non, c'est nous qui pensons. C'est nous qui sommes des êtres humains pensants. Donc, nous allons vous imposer notre pensée. Parce que justement, c'est la pensée de la civilisation, c'est la pensée de l'être humain. C'est encore une fois nous exclure de l'humanité, nous exclure d'une auto-réflexion sur notre histoire qui ne nous a jamais été enseignée. Parce que c'est justement le but. Pour quelle raison on ne nous a jamais parlé de notre histoire? Parce que justement, c'est pour nous maintenir dans un flou total qui va justement
conforter celui qui nous impose l'identité qu'il veut nous imposer et que nous puissions adhérer. Et ce qui est foncièrement malhonnête dans le discours de Romana, il traite les Antillais, comme elle dit, de malades avec sa femme, mais à aucun moment n'est mis sur le tapis le fait que les Antillais sont empêchés d'accéder à leur histoire qu'elle n'est pas enseignée. Et accéder non seulement à leur histoire, mais accéder à la réflexion, puisque chaque fois, à la pensée, puisque chaque fois, on vous impose quelque chose. Et non seulement on vous l'impose par la puissance médiatique, mais on vous l'impose par la puissance financière, puisque la Fondation Clément est là pour vous dire c'est comme ça qu'il faut faire, les artistes doivent venir ici, etc. Aujourd'hui, une Fondation Résilience et Réconciliation, esclavage. Et le pire, c'est qu'ils accolent deux termes, esclavage et réconciliation. Et qu'est-ce qu'il y a au milieu entre esclavage et réconciliation? Il n'y a rien. C'est le vide total. Donc, ce qui veut nous dire qu'aujourd'hui, nous, Martiniquais, nous avons à nous poser la question, sommes-nous des êtres humains pensants? Et je crois que nous en avons fait la preuve, que nous sommes des êtres humains pensants, que nous ne sommes pas hors de l'humanité. Donc personne ne peut venir penser pour nous et nous dire adhérer. Comme ils ont fait lorsqu'ils nous ont créolisés, en nous disant, voilà, adoptez nos goûts, prenez tout ce que nous voulons parce que c'est nous qui sommes des êtres humains et nous en même temps, ce sont eux qui ont pris les goûts des Africains. Voilà, en plus. Ils ne mangent que ce que nous faisons. Voilà. Et c'est nous qui les avons civilisés parce que tout compte fait, leur civilisation, c'est de la barbarie. Donc je mets ce mot civilisation entre guillemets et je la remplace par barbarie parce que justement c'est la barbarie qu'on pourrait même on pourrait même dire que ce sont eux qui sont sortis de l'humanité. Ils sont hors humanité. En excluant le noir de l'humanité, ils se sont eux-mêmes mis hors humanité et ils ont intérêt à se réparer eux-mêmes. C'est-à-dire pour réintégrer l'humanité. Mais la question de la légitimité se pose. Quelle légitimité ont les Blancs de dire aux Noirs, vous n'êtes pas dans l'humanité, vous en êtes sortis? C'est de la même façon que procèdent tous créoles. Alors que nous sommes le berceau de l'humanité. Oui, ce qui est un paradoxe, alors que tous créoles n'arrêtent pas de faire venir des gens ici, dire aux descendants d'Africains notamment, qu'ils ne sont pas, etc. J'allais demander peut-être à Anita, à Dominique, moi, j'ai vu un lien entre ces offensives et la première résolution de l'ONU, la première déclaration de l'ONU qui faisait de 2011 l'année des personnes d'ascendance 2011, l'année des personnes d'ascendance africaine, et puis cette décennie qui est là et dont personne ne parle évidemment, mais je sens que c'est une réalité qui est là à partir de laquelle tous créoles agit beaucoup en surface, mais que ça lui fait très peur. Oui. Je crois qu'il y a des opérations insidieuses qu'il faut prendre le temps d'identifier et de décortiquer. Donc, tu as parlé, Juliette, de guerre tout à l'heure. Alors, d'abord, je voudrais dire que, Milka et puis aussi Dominique se sont souvent exprimés en disant « il » et Juliette également, « on », etc. Et préciser pour le téléspectateur que, il s'agit du système esclavagiste raciste. Et donc, ce système est compris de certains éléments. Donc, on part historiquement des esclavagistes agissants, ceux qui ont commis l'esclavagisation, et ensuite de tous ceux qui portent le concept, la pensée et la métaphysique esclavagiste que l'on retrouve dans nos sociétés. Et donc nous avons déterminé déjà que le projet de Romana, du couple Romana, esclavage et réconciliation, est inscrit dans un contexte qui est esclavagiste. Tous les termes de l'esclavagisation sont repris. Du premier moment de l'esclavagisation effective, qui pour nous, en Martinique, a commencé en 1635, sont repris jusqu'aux termes que l'on retrouve formulés sous des moyens et des formes différentes après l'abolition de l'esclavage. Et Dominique a très bien montré le principe de collaboration. Juliette a conclu également que le projet de Romana, que Romana lui-même, Serge et Romana Viviane, sont eux-mêmes à l'image de ces Africains ouattelais qui collaborent et remettent entre les mains de celui qui va destituer humainement les leurs. Donc ça, c'est une précision. Et puis la guerre qui est menée, parce que les offensives qui sont menées, ou plutôt les attaques qui
qui sont chargées sont des attaques qui répondent à une structure, un système particulier, et c'est celui dont la finalité est la destitution, mais par un moyen, c'est le moyen de la Pax Romana. Et la Pax Romana, c'est faire la guerre tout en prônant la paix, mais pour qui la paix? Seulement pour l'attaquant. Donc nous sommes dans une situation où des attaques sont menées essentiellement sur la personne africaine ou afrodescendante, mais il ne faut pas, donc il s'agit d'une guerre puisque les attaques sont menées, mais il ne faut pas qu'il y ait rétaliation, rétorsion, réplique et défense de cette personne africaine. Et donc il s'agit d'une demande auprès de cette personne africaine d'accepter la guerre, mais en faisant cette personne africaine la paix, en accordant la paix à l'attaquant. Donc vous conviendrez que nous sommes dans un système qui est profondément illogique et pernicieux et dangereux. Et c'est cela qu'on nous propose dans cette décennie-là, où la personne d'origine africaine est censée être considérée, de sorte que l'on en relève les contributions à cette grandeur qui est la grandeur humaine, puisqu'il y en a tant, il y a énormément de contributions. Donc il faut aussi prêter attention à la méthode qui est utilisée. Et c'est une méthode qui s'exclut du cadre moral, et on en revient à l'esclavagisme qui est fondé sur la morale et l'immorale à la fois. Donc tous les termes de cette structure sont repris pour que le Martiniquais, le Guadeloupéen ingurgite une fois pour toutes, puisque apparemment le projet n'a pas réussi lors de la première esclavagisation, donc il faut en tenter une seconde pour qu'il réussisse finalement, et que enfin, une fois pour toutes, les afro-descendants de Martinique et de Guadeloupe acceptent l'idée qu'ils ne sont pas des mouns, ne sont pas des personnes humaines et des personnes humaines pensantes. Donc, il faut aussi mettre cela en avant et demander à tout un chacun de faire l'effort, de considérer cela en logique et dans le discernement. Donc il y a quelque chose dans l'évolution des mentalités, dans des prises de position internationales, dans ce que fait le CARICOM aujourd'hui pour la reconnaissance des réparations, qui fait très peur donc à cette association notamment, puisqu'elle est porte. D'ailleurs, à un moment donné, c'était très étonnant, c'était plein d'implicites, mais à un moment donné, Roman a dit, si c'était vrai que, parce que dans les principes d'humiliation, je voudrais qu'on revienne à la question du Nègre-Marron. Si c'était vrai que les Nègres-Marrons étaient si braves et avaient vaincu les béquets, il n'y aurait pas eu autant de béquets dans la salle. Ce qui signifiait bien que la salle était peut-être aux trois quarts remplie de béquets. Et ce qui signale l'orientation puisque ce n'est que dans tout ce créole qu'on les voit, qu'on les trouve aussi en si grande abondance, dirons-nous. Alors, sur la question de la décennie, tu voulais dire quelque chose? Oui, voilà, tout à fait. Alors, s'agissant, concernant la décennie, on a tous compris que cette décennie, elle a été proclamée, voulue et défendue parce que précisément, sur le plan mondial, d'une manière générale, il y a en fait ce fait que depuis l'expérience de la colonisation, de l'esclavage et jusqu'à aujourd'hui, il y a un processus de négation de l'humanité des Africains et des Afro-descendants. Et c'est ce processus en fait que cette décennie entend montrer au monde entier et combattre. Et réparer un peu. Et donc, commencer à réparer. Et par conséquent, ce qui aboutit à la réparation, à l'équilibre. Voilà. Et donc, nous disons bien en fait que nous ne sommes pas dans l'imaginaire. Là, l'ONU le reconnaît, mais pas seulement l'ONU, avant que l'ONU ne le reconnaisse, bien des victimes de ce processus l'avaient déjà reconnu et dénoncé. Ce sont d'abord elles qui ont fait pression sur l'ONU pour que l'ONU reconnaisse. Voilà. Donc c'est un fait incontestable, cette négation de notre humanité. Et donc, nous ne comprenons pas, sinon nous comprenons que des collaborateurs et l'association Tous Créoles qui défend, je rappelle, une idéologie raciste, la créolisation, qui a été d'ailleurs reconnue comme étant telle par je dirais, certains qui, dans un premier temps, par ignorance, j'entends notamment Bernabé confiant un chamoiseau, en tous les cas, Bernabé qui clairement a reconnu que c'était une erreur
et qu'on ne peut pas être des créoles et que ça renvoie à l'idéologie raciste, et donc a reconnu en fait les travaux que nous avons faits, en disant qu'en fait nous avons raison. Voilà. Parce que nous disons que la créolisation c'est ça, et l'identité créole est inacceptable. Donc voilà, et ne voilà-t-il pas en fait que cette association continue à vouloir en fait à tout prix faire triompher cette idéologie. Et cette idéologie, quel en est son fondement? Eh bien, c'est le code noir, c'est la négation de notre humanité. Donc, s'agissant pour revenir aux décennies, eh bien, oui. Que les offensives ont été les offensives sont là. Et je rappelle l'arrêt du 5 février 2013 qui a rendu des juges de la Cour de cassation française, du 5 février 2013, et qui avait justifié l'idée, qui a prétendu justifier l'idée que le droit français ne reconnaît pas que les afrodescendants, les victimes du crime contre l'humanité, leurs ayants droit, donc nous-mêmes, ne reconnaît pas que nous sommes des personnes humaines. Le fondement de cet arrêt, c'est ça. Le corpus juridique français ne reconnaît pas que nous sommes des personnes humaines. Or, la qualité de personne humaine est un droit absolu, inviolable, dans le corpus français et européen, juridique, et international. Et donc, ne voilà-t-il pas en fait que ces juges de la Cour de cassation viennent nous dire, substantiellement, d'une part, rappelez-vous, que M. Hugues Despointes, ou tout autre individu, ne peut aucunement être ni poursuivi, ni condamné par un tribunal français du fait d'apologie ou de négation du crime contre l'humanité, objet de la loi du 21 mai 2001. Voilà substantiellement. Deuxième chose, en fait, et ça en a une conséquence, que les personnes qui sont les victimes du fait d'apologie ou de négation du dit crime contre l'humanité ne bénéficient pas et ne pourraient bénéficier du droit à la reconnaissance et à la réparation propre à la qualité de personne humaine. Voilà ce que signifie en fait le fondement de ça. Pour pouvoir faire, pour fonder une telle, prétendre en fait que la loi n'est pas normative, par conséquent, donc crime contre l'humanité, donc par conséquent, on ne peut l'émergence de notre humanité n'étant pas, on ne peut pas traiter ce crime comme étant un crime contre l'humanité. Par conséquent, en tant qu'être humain, on ne peut pas venir demander réparation en tant qu'être humain. Voilà ce que. Donc, M. Hugues Despointes, quiconque peuvent faire l'apologie du crime, peuvent en fait valoriser, dire que c'est une bonne chose. Donc, on voit bien qu'on est dans une société raciste. Et donc, bien entendu, ces juges ont été poursuivis pour discrimination raciale et ont été cités devant le tribunal correctionnel. Et ça passera l'année prochaine. Mais donc, où je veux en venir, c'est l'offensif. Ça, c'est du même cran que Tous Créoles et que de M. Romana. Nous sommes en fait en face de ça. Cependant, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que nous avons, et tu le disais à juste titre tout à l'heure, nous avons décortiqué, je dirais, leur stratégie, nous avons compris, nous avons analysé, nous avons vu les archives, nous avons vu en fait comment ils procèdent. Et nous connaissons leur méthode. Et par conséquent, ils sentent bien qu'ils ne peuvent pas passer. Et c'est pour cette raison que lorsqu'ils viennent avec leur fondation, avec leur tourisme, etc., mémoriel, etc., leur argent, leur économie, beaucoup de milliards, etc., on s'en moque. Parce qu'on sait en fait que notre dignité ne vaut pas un plat de lentilles. Parce qu'il s'agit d'un plat de lentilles, leurs milliards. Ils ne respectent pas assez l'Afrique pour aller faire du tourisme mémoriel là-bas. C'est une chose qui ne... Donc c'est à ce registre, c'est-à-dire qu'en fait, ils voient bien en fait que toutes leurs propositions racistes, toute leur volonté de nous corrompre, parce que c'est de la corruption, le collaborateur est corrompu, il ne fonctionne pas. Et il est plus dangereux que celui qui fait sans savoir ce qu'il fait. Parce que là, il est évident que au titre, en tant que médecin et en tant que psychologue ethno-machin, pardon, ethnopsychologue, ils ne peuvent pas ne pas savoir. Voilà. Mais la question de dénier les origines justement aux Antillais qui sont offensés, d'empêcher tout rapprochement avec les Africains, c'était déjà le discours de M. Karam que M. Romana reprend. Et je sais, pour avoir eu à discuter avec M. Karam, qu'il était interdit de dire aux Antillais qu'ils avaient un lien de filiation avec les Africains. Et c'était lui, M. Karam, libanais, qui disait aux Africains ou aux Antillais qu'ils n'avaient pas à se rapprocher des Noirs, des Africains, parce qu'ils n'avaient rien à faire ensemble. Mais Juliette, à propos du mot antillais également que nous utilisons, il faut le considérer. Oui, non, je veux dire. Mais en Martinique, on se qualifie d'antillais. Il faut la question de l'identité est posée sous des approches diverses. Et nous concernant, l'approche la plus courante a été celle du raciste, celle de l'autre.
Et donc, c'est l'autre qui a institué le terme antillais. Il faut voir l'origine du mot antillais quand il apparaît dans les archives. Pourquoi est-ce qu'il est utilisé pour qualifier les personnes de Martinique et de Guadeloupe? Or, aujourd'hui, c'est un terme qui est embrassé comme le terme créole. Et Monsieur Romana et Madame Romana viennent nous dire que les Antillais, d'abord, il utilise cette terminologie qui est divisive, qui a pour but de diviser, que les Martiniquais et les Guadeloupéens qui résident en France ne sont pas des nôtres, ne sont pas les nôtres, ne sont pas nos frères, nos sœurs, nos cousins, nos cousines, et qu'il y a une césure qu'il faut accepter parce que dorénavant, ils forment une civilisation intrinsèque et singulière. Donc, ça aussi, il faut le considérer. L'approche qui est celle de la division, créer un gouffre, une séparation entre les Martiniquais de France qui vivent en France, les Guadeloupéens qui vivent en France et ceux qui vivent en Martinique et en Guadeloupe, comme appartenant à deux corps fondamentalement, foncièrement étrangers l'un de l'autre. Donc, c'est dire d'ailleurs que si en effet on célèbre romain lors de la commémoration de la fin de l'esclavagisation en Martinique, alors qu'il n'y a pas eu de révolution. Nous ne comprenons pas le sens, la différence entre révolution et révolte. S'il y avait eu révolution, il n'y aurait pas eu un seul béquet en Martinique. Voilà, et voilà, pourquoi est-ce qu'on a attendu aussi longtemps, de 1635 à 1848? Donc, cette manière d'aborder la question par l'absurde, qui est fondamentalement apagogique, donc vraiment nauséabonde, abjecte, ignoble et pernicieuse, extrêmement dangereuse, intellectuellement malhonnête, et qui plus est, Juliette le disait, non, ce ne sont pas des intellectuels. Non, ce sont la qualité d'intellectuel est définie, tu le sais bien, et définie par la pratique également. Monsieur et Madame Romana n'ont pas prouvé qu'ils avaient des tenants permettant de les qualifier. Ce sont des personnes qui... c'est plus politique. Voilà. Donc tout cela est important et fait partie de la question. Donc c'est très important. Donc on interroge les thèmes, comme on l'a fait pour la créolité. Donc moi je parlais de la posture de Romana concernant les Martiniquais, Guadeloupéens, Guyanais qui sont en France et qui ne voulaient pas voir se rapprocher des Africains. Donc je profite de ton insiste pour dire quelques aspects de ce que Romana dit, donc des Antillais entre guillemets en France. Donc nous sommes nés dans une catastrophe humanitaire. Comment on répare ça? C'était la question qu'il a posée, comme pour dire que c'est une question écartée. Parce qu'on ne peut pas réparer. Quand on est né dans une catastrophe humanitaire, qu'est-ce qu'on répare? Donc là encore, il est dans le discours de protection et d'invisibilisation du dominant, du rôle du dominant dans cette catastrophe humanitaire. Pas d'esclavage, pas d'Antillais, et il précise, c'est une situation qui est propre aux Antillais, entre guillemets, puisque sans la Shoah, les Juifs existent. Sans l'esclavage, les Antillais n'existent pas. Il dit aussi que notre culture est issue de l'esclavage. Moi qui fais des travaux de recherche actuellement, j'ai prouvé dernièrement que toutes nos méthodes culturelles, qu'une partie importante de notre culture vient directement d'Afrique. On a même, dans le Lassotais, on n'a qu'à aller sur YouTube et trouver des films où on voit des Africains pratiquer le Lassotais exactement comme on le voit dans le Nord Caraïbe. Donc je ne sais pas d'où ça leur viendrait, si ça n'était pas africain. Ensuite, on est fabriqué dans l'esclavage. Sur 213 ans d'esclavage, tu l'avais souligné tout à l'heure, sur 380 ans d'existence de nos sociétés, eh bien 213 sont des années d'esclavage. Il y a eu 15 millions d'esclaves. Donc on ne peut pas devoir notre existence aux Africains, puisque aujourd'hui nous sommes 150 millions. Et il dit aussi, on est dans un état d'impossible affiliation. Et c'est très curieux parce qu'il disait, il veut donner un aïeul à l'Antillais, il veut le réaffilier, mais il refuse de le laisser penser qu'il puisse se rattacher. Mais alors à quoi? À qui? C'est vraiment incroyablement... C'est paradoxal, voilà. C'est paradoxal, mais c'est incroyablement... C'est pas rationnel. Oui, puis c'est une geôle. Tu as l'impression qu'on t'enferme. Quand on te dit, tu peux pas sortir par ce trou-là, mais pas non plus par celui-là, mais partout c'est vissé. Et on a l'impression que c'est infernal pour des gens qui veulent libérer le mental. Et à quel aïeul il s'arrête? Justement. Attends, je vous laisse la parole. Je finis. C'était les choses que j'ai relevées de son discours. Il parle de stigmate, donc de la honte des origines que Milka avait souligné tout à l'heure. Et il dit, comment s'affilier à des gens dont on a honte?
et proposer, donc il propose une mémoire des origines acceptable. Alors, c'est laquelle? Et il propose, donc c'est quoi? Alors, moi, mon analyse, et je vous laisse la parole, c'est qu'il propose en fait aux Antilles, à nous, aux peuples descendants, afrodescendants, à quelque niveau que ça soit, un passé de mutilés, sans ancêtre réel, nous pas africains, mais il propose de transformer l'esclave en aïeul, l'esclave, pas l'africain, l'esclave en aïeul, dont il faut honorer la mémoire. Un aïeul sans racine, puisque l'Afrique est absente du processus, une personnalité au rabais qui fait fi de leur humanité essentielle au profit d'une mémoire apaisée, on ne sait comment. Voilà. Et il utilise le terme parent. Il faudrait donc les contradictions sont tellement abondantes que vraiment. Mais il y a aussi le fait dans tout cela, toute cette proposition ne peut prendre forme et exécution que au moyen d'une chose ou d'un groupe. C'est le groupe Béké. Nous avons besoin des Békés pour inverser les stigmates de l'esclavage. Donc cette abondance de raisonnement par l'absurde, parce qu'on est malhonnête, parce que M. Romana est déshonnête intellectuellement et qu'il a un but qui reste obscur. Le but reste obscur. Mais en tout cas, le déploiement de la machine, de cette machine, n'est pas du tout obscur. Nous voyons bien cette structure mise en place, puisque M. et Mme Romana sont venus en Martinique, non pas pour discuter, commettre le débat, mais pour dire voilà ce que nous faisons et vous allez y participer parce que bientôt nous allons vous demander de contribuer financièrement. Probablement qu'il va y avoir un compte de fait dans une banque quelconque où on demandera aux Martiniquais d'y ramener leurs euros pour qu'ils participent comme durant le projet esclavagiste d'alors, des siècles passés, à leur propre destitution. Donc, Anita, excuse-moi. Ils ont beaucoup insisté sur le fait qu'ils sont très remerciants, très reconnaissants. À tous créoles de les avoir invités pour un travail qu'ils mènent depuis très longtemps. Oui, tout à fait. Et c'est exactement ce que m'a dit un artiste qui allait exposer à Clément. Il m'a dit chez Clément, il m'a dit aucun nègre, aucun mélate n'a jamais rien fait pour les artistes en Martinique. Voilà, les Békés le font. Voilà, on leur est reconnaissant. Et bien on a la même chose, la même démarche ici. Absolument. C'est la même structure, les mêmes concepts d'utiliser et les mêmes pratiques. Et donc, dans ce processus qui consisterait à rendre acceptables les premiers temps. Donc, il faudrait avoir une vision acceptable de nos premiers temps, de l'histoire, qui est une histoire qui fait saillir une laideur inextricable concernant l'Africain ou le nègre. Eh bien, il faut rendre cela acceptable. Et le moyen, eh bien, c'est la déshonnêteté. Le moyen, c'est la mise en contribution de ceux-là même contre qui cette chose doit agir. Anita, est-ce que ça peut être pas non plus le peu d'estime qu'il nous porte? Parce que quand on va au bout de cette posture, on se dit, mais comment on peut venir là devant son peuple, incroyable, aller dans tous les médias, exactement comme l'a fait procéder par sophisme, par apagogie, par déshonnêteté claire et osée. Et trouver tribune, puisque tu disais récemment, Juliette, que les médias officiels ont été suffisamment réceptifs au point où on a entendu M. Romana sur tous les médias radiophoniques pratiquement officiels, les officiels et télévisuels. Donc c'est un manque d'estime, mais je crois qu'il n'y a même pas de... C'est un euphémisme que de dire que c'est un manque d'estime, c'est au-delà de ça. Oui, c'est au-delà de ça, mais en même temps, ils sont dans le déni d'eux-mêmes, parce que en arriver à vouloir produire du discours sur les maladies de son propre peuple, venir servir en projet. Non, mais je veux dire, ils auraient posé convenablement la question des responsabilités des deux. On aurait dit, bon, ben, il y a effectivement il y a un dialogue, mais il y a aussi une prise en compte du mal qui a été fait aux Africains. Or, ça n'est pas du tout le cas. Ça n'intervient pas dans le débat.
Au contraire, tout à l'heure, je vais vous énumérer quelques... Ce sont les Africains qui sont criminalisés. Qui sont visés, voilà, et nous sommes aujourd'hui encore les malades du système. C'est-à-dire que c'est le malade qui nous dit que nous sommes malades. Comme le système. C'est-à-dire que ce sont eux les malades. Et puis ils nous disent que nous sommes malades de vouloir changer le cours de l'histoire et changer d'orientation. Et là, c'est grave, parce que justement, je crois que ce sont des malades qui s'ignorent. Ben, alors, nous ne s'ignorent-ils? Ils ne s'ignorent pas, mais, non, mais si on ne tient pas compte, parce que tu as avancé un certain nombre mais si on ne tient pas compte du projet économique qu'il y a derrière, moi, je ne suis même pas sûre que le projet de civilisation soit tellement... Parce qu'ils sont installés dans leur civilisation, donc il n'y a pas de problème de remise en cause de cette situation-là. Mais le projet de préserver leur dominance économique, il me semble qu'on ne va pas sortir de ça, on va finir d'ailleurs l'émission là-dessus. Et Juliette, d'ailleurs, puisque tu parles du projet économique, puisque leur finalité, c'est développer le tourisme mémoriel. Et donc encore, la stratégie utilisée, c'est d'aller chercher les collaborateurs africains. Et donc, ils ont beaucoup parlé de Béninois qui adhéraient à leur projet. Il nous demande pardon. Voilà. Il était content de dire... Tout à fait. Les Africains reconnaissent leur absolument. Et donc, cela aussi participe du caractère abject. Il amplifie l'ignominie de la pensée qui élabore tout cela. Que les Africains aient l'humilité de nous demander pardon, on est content, mais on attend que les Békés aient cette humilité-là aussi, que nos descendants de colons aient cette humilité. Or, il n'est pas question, on ne veut même pas entendre parler de réparation. On présente, je ne sais pas quelle réconciliation. L'humilité des Africains nous honore. Oui, tout à fait. Et ils sont tout compte fait, ce sont les descendants d'esclavagistes qui sont esclaves de l'esclavagisme. Parce que jusqu'à aujourd'hui, ils veulent nous appliquer les mêmes principes de l'esclavagisme. Et ils nous disent que nous qui parlons de réparation, c'est nous qui sommes malades et esclaves de l'esclavage. Mais justement, ils devraient un petit peu se regarder en face. Mais ils ne se soumettent pas non plus aux lois, parce qu'il y a une loi qui existe. Aux lois de la nature humaine, aux lois de l'humanité. Ils sont toujours dans la savane avec nous. Ils refusent d'habiter une maison avec nous. Ils refusent d'habiter une maison qui est définie par des règles de droit, etc. Ils sont toujours dans la savane. Parce qu'ils considèrent que nous n'avons pas de civilisation et que ils n'ont pas à habiter un cadre juridique avec nous. Ils sont dans un projet économique, comme au début, qui avait fait des meubles, des personnes, etc. Et comme M. Roman a dit, comme ils ont la puissance idéologique et la puissance politique, eh bien, ils sont tranquilles. On n'a qu'à se soumettre. C'est ça que ça veut dire. Nous n'avons qu'à nous soumettre à leur puissance politique et leur puissance idéologique et bien sûr puissance économique. Alors, on a à peine un quart de... je voulais, sur les stratégies d'humiliation du nègre marron, parce que c'était l'une des figures de notre héroïsme, enfin, je ne sais pas comment appeler ça. Vous dire deux ou trois petites choses que j'ai relevées. Donc, stratégie d'humiliation des victimes et apologie des maîtres d'hier. Vos nègres marrons ne sont rien. S'ils étaient ce que vous dites, les colons auraient été éradiqués de la colonie, comme ce fut le cas en Haïti. Vous êtes des mystificateurs, c'est ce qu'ils nous disent. Donc, l'éloge fait aux nègres marrons, c'est du pipeau. Exact. Les colons békés ont été et sont les vrais héros de l'histoire. Si les nègres marrons avaient vraiment libéré en 1948, il devrait exister peu de békés dans la salle, manière de dire. Donc il y en avait beaucoup dans la conférence. Donc ça c'est mon analyse, mais ce sont des extraits de sa conférence que je vous cite là. Il nous dit autre chose, les Antillais se trompent de combat. Ils commémorent l'abolition de l'esclavage et non pas la mémoire des victimes de l'esclavage. Comme si on a reproché aux Français de commémorer le 14 juillet et par ailleurs de commémorer d'autres mémoires. Les Antillais forment un groupe à part, dit-il. En effet, tous les groupes humains ont codifié une mémoire commune des origines positives, sauf les Antillais. Enfin, on utilise le mot antillais qu'il utilise en mettant les guillemets que Anita nous a proposés. Voilà. Donc, sur cet aspect-là, peut-être qu'on peut discuter 5 minutes. Il nous faudra encore 2 petits moments pour voir ces postures idéologiques et qu'est-ce que signifie un discours comme celui-là
Et qu'est-ce que nous, on peut proposer comme ouverture aux téléspectateurs pour qu'ils restent dans la vigilance? En fait, c'est ça. Si nous, on se positionne en lanceur d'alerte, il faut qu'eux soient dans la vigilance pour qu'ils aient aussi un bénéfice de ces analyses. Oui, ce que je dirais substantiellement, pour revenir au concept de nègre marron, ce qui caractérise le nègre marron, c'est précisément son refus de se laisser socialiser comme être inférieur à l'humanité. Et donc sa revendication, sa posture, substantiellement, lorsqu'on dit nègre marron, on dit refus d'être traité comme autre chose que comme un être humain à part entière. C'est ça. Et donc, il n'y a pas d'angle possible en dehors de la vision créole qui puisse en fait invalider, décrédibiliser, diminuer le nègre marron. Il n'y a pas d'angle. Seul angle possible, c'est l'angle idéologique et c'est l'angle raciste. Et c'est ce qu'il a. Et donc c'est son angle. Voilà. Donc il faut que les choses soient très claires. Mais il l'a posé dans un rapport de force, tu as vu? Oui. C'est qui est très malhonnête. Voilà, parce qu'en fait, le système ne donne pas le pouvoir aux Noirs de faire quoi que ce soit. Voilà. Donc il est d'autant plus fort d'oser défier le système. Voilà, absolument. Exactement. Absolument. Donc on voit bien qu'il est. Oui, c'est un tour de force. C'est un tour de force, c'est ça. Donc on voit bien qu'en fait que ce qu'il veut, c'est précisément en fait détruire en fait la posture humaine en fait des victimes en fait de cet esclavage. Et c'est pour cette raison que la fondation esclavage réparation réconciliation a pour but, comme ils disent, d'apaiser la mémoire. D'apaiser la mémoire du crime. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent en fait que l'esclavage est un crime contre l'humanité et ils veulent apaiser en fait cette mémoire. Autrement dit, ils veulent en fait, je le répète, ils veulent enlever la signification du crime. Ils veulent qu'on ne perçoive plus ça comme un crime. Et pour ce faire, eh bien, ils nous demandent, par conséquent, et cela n'est pas possible autrement, d'avoir une vision déshumanisée des victimes. Voilà. D'être complice du crime. Mais Dominique, il me semble qu'il, derrière ce que tu dis, que je partage, il me semble qu'il y a aussi un désir, quelque chose de tout à fait subtil de dire aux Noirs, vous ne pouvez pas vous opposer au maître, vous n'êtes pas à la hauteur, et puis il est le maître, parce qu'à la fin, son discours se termine par ça, il est tout puissant. Il est dans la posture. C'est là où j'allais en venir, et c'est pour cette raison qu'en fait, en effet, comme tu disais tout à l'heure, pour lui, il conçoit en fait que le seul projet possible pour l'inhumain, c'est de se sensibiliser, se soumettre en fait. Or, c'est tout l'opposé en fait de la posture à avoir vis-à-vis d'un crime contre l'humanité. Lorsqu'on qualifie un crime contre l'humanité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, premièrement, on ne doit pas oublier la victime. La victime. On ne doit pas oublier c'est quoi un crime contre l'humanité. C'est le plus grand crime qui puisse exister. Ça, c'est la première chose, la première vocation. Et la deuxième vocation, c'est que faire tout pour que les conditions soient réunies pour que jamais ça ne se reproduise. Exactement. Autrement dit, c'est exactement la posture contraire. Faire émerger pleinement et entièrement l'humanité de ceux en fait de ceux qui ont été criminels. Voilà. Donc c'est ça la posture. Or ils sont en train de faire le contraire. Et c'est pourquoi je faisais la liaison avec rappeler substantiellement c'est quoi la décennie. La décennie, c'est cette émergence en fait, cette humanité bafouée. Et donc voilà ce que je souhaitais. Et je voulais juste pour prolonger, faire un petit rapprochement entre ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Exactement. Parce que justement, c'est parce qu'aux États-Unis, il n'y a jamais eu non plus de processus de réparation, c'est-à-dire de réintégration des Afro-Américains dans l'humanité par le biais d'une réparation, qu'aujourd'hui, les Blancs considèrent que ces Américains noirs ne sont pas des êtres humains et qu'ils peuvent les tuer comme à l'époque esclavagiste et les lyncher, et comme ils sont dans le droit, parce que ce sont eux qui représentent le droit, la police, ce sont qui représentent le pouvoir, donc la légitimité, donc personne n'a rien à dire, et ils ne seront pas non plus punis. Et ils sont dans toute leur impunité. Et c'est là qu'on voit justement le sens des réparations. Parce que les réparations, c'est pas une question d'argent, de finances. La première chose à réparer, justement, c'est la question de l'humanité. Oui, tout à fait. Si on ne pose pas la question de l'humanité comme fondement de la réparation, c'est un combat perdu pratiquement. Et ici, en plus, pour revenir sur
le nègre marron. Ici, c'était le nègre marron qui redonnait à nous une certaine fierté par rapport à nos ancêtres. Aujourd'hui, on veut mettre la honte sur le nègre marron parce qu'il n'a pas assez fait. Oui. Puisqu'il ne nous a pas débarrassé. Enfin, il n'a servi à rien. Il n'a servi à rien. Ce qui veut donc dire qu'on est encore à nous interroger sur l'action aujourd'hui des nègres marrons. Ont-ils fait ce qu'il fallait? Voilà, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Pour revenir sur le droit. Non, mais attends. Le système oppressif qui existait là et qui tuait ceux qui se dérobaient à son emprise totalitaire, si on ne comprend pas, on ne met pas le nègre marron dans ce contexte-là, on ne comprend rien. Au contraire, le courage qu'il a fallu pour défier le système, c'est exemplaire. Voilà. Donc il faut rappeler aux Martiniquais et aux Guadeloupéens le courage que nous avons toujours eu. Nous avons traversé tous ces temps dans le courage. Et je veux proposer dans le courage et dans l'action. Donc, il est vrai que... Peut-être vous voulez ajouter quelque chose sur le droit. Pour rapidement, par rapport à la réparation, tu disais au sujet de la réparation, il est important en fait de comprendre ça. Il faut savoir en fait qu'en droit, la réparation est un droit ontologique. C'est-à-dire que c'est par ce droit émerge en fait l'humanité. C'est un droit qui, en effet, lorsqu'on ne l'a pas, eh bien, on est esclave. On est soumis. On peut subir toutes sortes de violences, et c'est ça le statut de l'esclave et le statut d'affranchi. On peut subir. Voilà. Donc, il faut prendre conscience de ça, et par conséquent, le droit à réparation, c'est ce que. Lorsque, par exemple, j'entends des gens dire, en fait, pas de réparation. C'est des gens, ce sont des ignorants. Voilà, non, même pas, mais qu'ils ne sont pas pour, etc. On voit bien qu'ils ne savent pas de quoi il s'agit. Oui. Il ne reste pas beaucoup de temps. Anita, vous juste quelques petites choses. C'est en effet noter cette ignominie qui consiste à déplacer la question que nous soumettons à nos populations, à nos peuples, ce déplacement des sciences humaines aux sciences sociales vers l'économie. Les sciences humaines et les sciences sociales sont des domaines de la vie de la personne humaine extrêmement importants. Jusqu'à présent, nous avions abordé les questions qui sont les nôtres, qui sont fondamentales pour nous, pour notre équilibre, sous ces angles-là, parce que ce sont les angles justes et pertinents. Aujourd'hui, M. Romana voudrait changer de perspective et nous ramener vers une médiocrité de domaine paradigmatique concernant les valeurs néolibérales, et qui sont, oui, en effet, des valeurs coloniales, donc des valeurs économiques. Donc, faisons attention à cela également. Donc, il est vrai que si l'esclavagisation a été un crime contre l'humanité et que cela a été reconnu, ce n'est qu'en second lieu, le premier lieu, c'est que c'était illégal et à charge pour vous de le prouver et d'exiger que les pays, au moins la France, puisque nous sommes concernés directement par la France, a mené une action illégale et qu'elle devra faire face à cette action qui a été profondément illégale. La question du symbole, pour en revenir au texte que tu as cité de Romana, Juliette, dans lequel il utilise cette violence verbale qui en réalité est une violence symbolique et une violence épistémique. Et donc la question du symbole est au fondement de l'histoire de l'esclavagisation. Et donc il nous faut désymboliser. Et je disais que nous provenons d'ancêtres qui ont été éminemment courageux et qui ont mené des actions dans le domaine de la métaphysique, dans le domaine concret également, et sur le plan de la métaphysique qui a une charge concrète extrêmement importante pour nous, puisque cela nous concerne directement dans nos actes quotidiens, de notre parler, de notre manière d'utiliser la langue pour traduire les phénomènes qui nous concernent en tant qu'être humain au quotidien. Le mot nègre, en français, a été désymbolisé, resymbolisé au XXe siècle. Mais le XXe siècle n'est qu'un aspect de ces entreprises menées dans les plantations par nos ancêtres. Donc la négritude, c'est la forme moderne de ce que nos ancêtres ont accompli dans la plantation. Sinon, nous n'aurions pas été là. Donc le mot nègre a été désymbolisé par nos ancêtres dans la plantation. C'est un mot qui a été proposé par les valeurs racistes pour déchoir la personne humaine africaine. Donc, nègre, c'est pas tes bons même, mais qu'en ont fait nos ancêtres dans la plantation?
à travers la langue que l'on nomme créole? Eh bien, ils ont fait ce mot par discernement, parce qu'en observant les phénomènes de la société esclavagiste, ils se sont rendus compte que l'élément humain qui avait le comportement humain était l'élément africain. Donc le mot nègre pour eux a eu un équivalent, c'est le mot moun. Le mot nègre en créole veut dire un moun. Maoué en nègre, maoué en moun, ça veut dire personne. Donc sur le plan de la métaphysique, cela est fondamental. Nos ancêtres ont toujours mené une lutte farouche contre la destitution d'eux-mêmes en tant qu'être humain. Donc, cela est marqué dans la langue créole. C'est la raison pour laquelle il faut consulter la langue créole. Donc, ce courage prend sens parce que la charge à laquelle il faisait face était une charge phénoménale, redoutable. Alors, si vous permettez, je vais vous parler des postures idéologiques des Romana, puisque l'émission va se terminer, pour qu'on ait justement que les téléspectateurs comprennent, parce que ce sont des personnes qui sévissent au sein de l'immigration. Elles ont une sorte d'aura, mais de grand pouvoir, de même influence sur les Antillais qui sont souvent paumés et démunis et donc qui ont besoin d'être aidés. Donc ils sont vraiment dans quelque chose là de prédateur. Alors, aucune considération relative au système en tant que tel de la part de Romana, occultation totale du système d'oppression que fut l'esclavagisme et de l'oppression exercée par les colons sur les Africains esclavagisés. Il n'effleure jamais la question d'une responsabilité de ceux qui ont profité du crime. Il évite, donc c'est une forme d'évitement qui protège donc les colons et leurs descendants. Ils sont décrits comme puissance idéologique, un discours de parti pris idéologique d'ailleurs qu'il pose comme étant comme allant de soi, comme étant tout naturel. Donc, de race, il n'a pas arrêté de Dieu qu'il est plus clair que je ne sais pas quoi, là, de classe. Il n'a pas arrêté de prendre position pour la classe dominante et du modèle économique qui n'a pas remis en question en disant il faut vous taire, mettez à la poubelle vos histoires d'esclavagisme, de réparation pour qu'on puisse avancer tranquillement dans le modèle. Beaucoup de condescendance et d'accusations implicites de l'Afrique. Nous voulons que les Africains nous respectent. Il ne l'a dit à aucun moment pour les colons. Discours lénifiant, religieux, faussement rassembleur du couple Romana, démagogique, ouvertement accusateur envers les Africains et ultra protecteur envers les colons et la France. Il parle donc de la République et de la religion, qui sont précisément, qu'il présente aujourd'hui comme des ouvertures, alors que ce sont les deux puissances qui ont mis les Noirs en esclavage, les Africains en esclavage. Le projet Martinique, dit-il, est un projet béquet. Ils sont un pôle idéologique majeur. Ce pays, ils l'ont développé. Aux descendants d'esclavagistes, on ne demande que de commémorer avec nous, c'est sa femme donc qui dit ça, avec nous, nous avons besoin de vos réseaux, que vous soyez à nos côtés, nous avons besoin des béquets dans le processus d'inversion du stigmate. Voilà le discours. Apologie de la place donc, qui est faite à la France, aux Antillais, tel qu'il les nomme. Et il dit, ils sont tellement français, reconnus, acceptés, qu'ils entrent dans toutes les institutions. Nous, aujourd'hui, on parle de milliers de SDF antillais qu'on sort de Martinique dans la misère et qu'on envoie dans une autre misère en France et dont personne ne parle. Alors, M. Romana nous dit, Mme Romana nous disent que les Antillais sont dans toutes les institutions. Voilà. Il n'y a aucune institution aujourd'hui qui leur soit fermée. Ils vont au Sénat, ils vont visiter, ils ont comme 100 cartes d'identité, comme un tel entre dans le Parlement européen. Il a beaucoup mis l'accent sur leurs accomplissements en 20 ans. Absolument. À partir de 98, on a fait ce que les autres n'ont pas fait. Nous avons réussi là où d'autres ont échoué. Exactement. Donc, et là, alors, il fait l'éloge des Antillais qui posent partout en France des monuments mémoriaux, alors que nous, ici, non seulement nous n'avons pas réussi à en poser un seul, chaque fois qu'on a voulu le faire, ils l'ont transformé en d'autres choses comme à Séguineau au Lorrain, et tous les Antillais retournent aujourd'hui sur les plantations faire la fête, sans demander aux descendants de colons qu'un mémorial soit sur chaque plantation. Voilà donc comment notre petite bourgeoisie est captive de cette idéologie et du groupe qui la représente.
Et donc, je vous laisse la parole parce que le feu est vert. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il faut passer, ça veut dire qu'il faut s'en aller. Je veux juste rebondir sur la martinicanité des béquets. Nous utilisons le terme martiniquais pour parler de nous en tant qu'afro-descendants. Et les béquets aussi disent qu'ils sont martiniquais. Je voudrais ici faire remarquer que durant tout le 19e siècle, dans toutes les Amériques hispaniques, lusophones, il y a eu des mouvements de béquets, de colons, pour revendiquer une liberté par rapport aux métropoles. Ce qui veut donc dire qu'ils sont rentrés dans une phase nationaliste. Une bourgeoisie nationale. Et ils se sont constitués en tant que bourgeoisie nationale s'opposant aux métropoles coloniales. Et ils ont fondé des pays comme le Venezuela, comme le Pérou, etc., le Mexique. En Martinique, les béquets n'ont jamais montré leur volonté nationale, c'est-à-dire leur martinicanité. Ils n'ont jamais revendiqué leur martinicanité. Les béquets, ce sont des colons français qui sont ici installés et qui proposent encore aujourd'hui tous les principes esclavagistes, de l'économie de domination et de l'économie et de tout. On doit terminer. Anita, tu veux terminer? Oui, seulement, moi, j'insiste encore, hein, je crois que c'est ma marotte, la vigilance intellectuelle, spirituelle, le discernement est fondamental. Le Martiniquais, les Guadeloupéens sont des êtres de discernement. Tout au long de l'histoire, ils l'ont prouvé. Il n'y a pas de raison que cela s'arrête aujourd'hui. Il faut avoir un esprit critique. Il faut penser son soi dans son chez-soi de manière pertinente, logique, rationnelle et distanciée. Avoir le sens de ses intérêts, comme on dit. C'est exactement ce dont on parle. Oui, alors ce que je dirais, c'est, j'insisterai surtout sur l'aspect juridique. Il nous dit esclavage, réconciliation, ils enlèvent réparation. Mais je voudrais dire en fait à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent qu'on ne peut pas retrancher du droit à réparation le dédommagement, qui est un mode en fait de réparation, le dédommagement financier, sans nous exclure de l'humanité. Parce qu'en effet, le droit à réparation est un droit intégral. Et vouloir le diminuer dans sa substance, c'est nous projeter comme étant des êtres diminués, donc comme étant des êtres inférieurs à l'humanité. Et donc c'est pour cette raison qu'il existe d'ailleurs ce droit à réparation. C'est pour dire en fait qu'en effet il s'agit d'êtres humains. Voilà. Alors on espère que ceux qui veulent convaincre notre peuple qu'il est un sous-peuple, qu'ils vont se fatiguer. On ne sait jamais. Alors, je voudrais vous lire, chers téléspectateurs, avant que nous nous séparions, un petit extrait d'un texte de Bourdieu qu'il écrivait concernant la paysannerie, mais qui, appliqué à nous, et vraiment nous parle vraiment. Donc, c'est un texte qu'il a intitulé « La paysannerie, une classe objet ». Il a écrit ce texte en 1977 et il dit ceci. « Entre tous les groupes dominés, la classe paysanne, sans doute parce qu'elle ne s'est jamais donnée, ou qu'on ne lui a jamais donné le contre-discours capable de la constituer en sujet de sa propre vérité, est l'exemple par excellence de la classe objet, contrainte de former sa propre subjectivité à partir de son objectivation et très proche en cela des victimes du racisme. Autrement dit, cette classe ne se comprendrait qu'à travers le filtre du discours que tient sur elle la société dominante. Aujourd'hui, nous avons essayé d'être des lanceurs d'alerte pour vous dire de vous approprier. Ben justement, nous essayons de vous donner ce contre-discours qui vous manque et qui fait que vous vous lisez systématiquement à travers le discours du dominant. Comprenez-vous autrement, c'est ce que vous disiez, Anita, réappropriez-vous de vous-même et puis inventer le discours qui ira dans le sens de vos intérêts. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite de diffuser nos paroles le plus loin possible et puis vous souhaite de bonnes vacances. À bientôt.